La question essentielle qu'il faut se poser, et que je pose à tous mes clients, est-ce que la fiscalité est un problème pour vous? Alors, pour répondre à ça, à en juger par le nombre de caricatures, d'articles dans la presse, là on voit des milliers d'articles qui sont pondus sur l'Express, Capital, les revenus, mieux vivre votre argent, c'est certainement des magazines que vous lisez beaucoup. Et on voit quasiment sur toutes les pages, réduisez vos impôts, les impôts locaux flambent, comment défiscaliser, comment réduire votre fiscalité. Voilà. Donc la fiscalité en France, sachez-le, je pense que vous le savez déjà, est vécue comme un problème. Et souvent de fois, on se retrouve un petit peu face à un faux problème. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement que la fiscalité, c'est aussi un formidable business pour tous ceux qui nous vendent tout ça, c'est-à-dire les journaux financiers qui vendent en fait leur espace publicitaire. On a les promoteurs constructeurs qui vendent leur programme de défiscalisation à prix d'or. On a les banques et les assureurs qui vendent des placements défiscalisés. Alors il y a l'assurance vie, le PEL, le livret A, tout un tas d'artilleries. Là, on n'a pas le temps de parler de ça. Mais aujourd'hui, sachez qu'il y a quand même énormément de placements qui sont dits défiscalisés. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient rentables derrière. C'est vraiment important. Et conseillers en gestion de patrimoine, dont je fais partie, vendent leurs conseils et leurs solutions. Généralement, ils sont assez liés à l'industrie de la promotion, à l'industrie financière, les banquiers, les assureurs, etc. Les sociétés de défiscalisation, vous avez peut-être entendu parler du Girardin industriel, de tout ce type de défisc. En gros, on paye, on ne voit pas ce qui se passe, et à la fin, normalement, on a de la défisc si tout se passe bien. Des avocats spécialisés, etc., etc. Donc là, j'aime bien cette affiche. Elle nous rappelle tout simplement que l'objectif de ces business est unique, c'est de cultiver votre peur de l'impôt pour attirer le maximum de contribuables vers les 486 niches fiscales. Alors je crois qu'il y en a un peu plus maintenant. Et là, j'aime bien cette caricature parce qu'en fait, on voit des contribuables qui sont dans chaque niche fiscale. En réalité, ce n'est pas des contribuables, c'est des lobbies, tout simplement. Le lobby de la promotion qui va aller au gouvernement pour avoir la loi Sillier, comme ça s'est passé, la loi Duflot, etc. Et donc, à force d'avoir des niches, on n'a tout simplement plus la possibilité d'investir en France sans ces niches-là. Alors, sont-elles rentables? C'est la question qu'il faut se poser. Le problème, c'est que souvent, elles ne le sont pas. Sauf, évidemment, si on va le faire soi-même, comme c'est beaucoup le cas pour certains de mes clients, pour des gens que j'ai rencontrés ici. Sont-elles utiles? Parfois non. Donc, elles ne sont pas toujours utiles. C'est vrai qu'on dit tout simplement ça fait tourner l'activité, etc. Sachez que vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous faites quelque part partie des gens qui vont faire tourner l'économie. Vous faites appel à un expert comptable pour la SCI. Alors, il faut bien choisir ses experts comptables, évidemment. Vous faites appel à un banquier, donc ça fait tourner la banque. Vous faites appel à des artisans, donc ça fait travailler tout un tas de corps de métier, le plombier, l'électricien. Ça fait redynamiser les centres-villes, ça fait, voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Mais est-ce utile de passer par une niche fiscale alors qu'on peut le faire en direct sans aucun dispositif fiscal? Donc voilà. Alors, la question que je vous pose aussi aujourd'hui, c'est savez-vous exactement combien d'impôts aujourd'hui vous payez? Alors j'ai fait un petit sondage, tout simple. On a pris monsieur et madame Martin, qui sont mariés, sans enfants. Ils gagnent à eux deux un salaire net de 50 000 euros. Et combien d'impôts payent-ils par an? Alors j'ai 4 choix, pardon. Réponse A, entre 1 000 et 4 000 euros. Réponse B, entre 4 000 et 10 000 euros. Réponse C, entre 10 et 40 000. Ou réponse D, à plus de 40 000. Alors qui vote pour la réponse A dans la salle? Des impôts. Tous les impôts. Tout. On parle aujourd'hui de fiscalité, il faut bien être conscient de ça, donc on prend tous les impôts et taxes. Donc combien de personnes? Une ou deux personnes. Combien pensent qu'ils gagnent entre 4 000 et 10 000 euros d'impôts? C'est un petit peu plus nombreux, on arrive à 40%. Combien pensent que ce couple, qui gagne que 50 000 euros, paye entre 10 et 40 000 euros d'impôts?
Là, on est beaucoup plus. Et combien pensent que ce couple paye plus de 40 000? Ah, c'est beaucoup moins nombreux. On a 4-5 personnes. C'est parfait. Bon, bah, la réponse elle est toute simple. On gagne, ce couple paye 3 587 € d'impôt sur le revenu, ce qui est relativement faible. Maintenant, si on ajoute la TVA, les taxes d'habitation, les taxes foncières, qui sont tout simplement, ils ont 46 000 € de reste à vivre, et avec ça, ils vont payer la TVA. Évidemment, la TVA, c'est une taxe, parce que quelque part, ça repart à l'État. Et donc là, on est à 15 000 € d'impôt. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est que l'employeur, lui, pour nous employer, ça lui a coûté 83 900 € à peu près. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, tout simplement parce que l'employeur paye les charges patronales, les charges salariales. Donc c'est étonnant d'ailleurs qu'on ait tout simplement une distinction entre les charges que paye le patron et les charges que paye le salarié, alors que l'argent vient uniquement du patron. Ce qu'il faut savoir en France aujourd'hui, c'est que 100% de l'argent qui circule dans l'économie vient d'une entreprise à un moment ou à un autre, sans compter évidemment les investisseurs étrangers, etc. Donc, on a, si on fait un bilan, un pouvoir d'achat net, en excluant la TVA évidemment, de 35 000, un peu plus de 35 000 € et un coût total d'impôt de 48 000 €. Donc évidemment, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ce couple, qui ne gagne pas non plus des sommes faramineuses, paye 58% d'impôts, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale. En France, en fait, on paye en moyenne 58% d'impôts. Et évidemment, donc c'était la réponse D, on se focalise aujourd'hui sur l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, regardez ici, vous payez beaucoup d'impôts, 3 500, sauf que ça représente ici que 8% du total de la masse d'impôts. Donc il faut bien avoir ça en tête. Quand on fait un projet immobilier, il faut vraiment prendre toute l'image complète, surtout si on est en SCI, en SAS, on verra ça un petit peu plus tard. Donc je vais faire un petit sondage, un deuxième petit sondage. Question 1, qui souhaite dans la salle réduire sa fiscalité? Bon, on atteint les 80%, on va dire, à peu près. Qui souhaite au contraire augmenter sa fiscalité? Je suis étonné du résultat quand même. Donc voilà, il y a beaucoup moins de personnes qui veulent augmenter leur fiscalité. Et pourtant, si vous voulez réduire votre fiscalité, il suffit d'être ici. C'est tout simple. Vous n'allez pas bosser, vous arrivez à zéro. Là, on parle de revenus complémentaires parce qu'on est dans le cadre de l'immobilier. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que plus vous allez investir, plus vous allez être sur cette pente raide. Si vous avez un marchand de biens, comme Christophe avant, tous les investisseurs à succès, etc., vont être quelque part par là. Alors évidemment, l'objectif, c'est d'avoir des impôts élevés et donc des revenus élevés. Si vous avez des impôts élevés, la fiscalité est tellement bien faite que généralement, elle ne vous enlève pas plus d'impôts que vous avez de revenus. Donc voilà. Après, c'est quelque chose qu'il faut accepter en tant qu'investisseur. Votre objectif prioritaire, c'est d'avoir des revenus complémentaires. C'est vraiment ça qui est vraiment très important. Et donc là, on va avoir pour objectif d'aller par ici, mais rien ne nous empêche d'optimiser la fiscalité. C'est-à-dire que cette courbe, en fait, on va la baisser tout simplement pour éviter d'optimiser cette fiscalité. Donc dans un premier temps, on cherche à avoir des revenus les plus forts possibles. Dans un deuxième temps, on va tout simplement essayer de réduire la fiscalité tout en ayant le plus de revenus possible. Alors les méthodes pour réduire la fiscalité, j'ai pas voulu trop rentrer dans la partie technique, ça vous avez tout un tas de choses sur internet que vous pouvez voir sur la fiscalité. Là j'ai vraiment essayé de vous éclairer un petit peu sur la façon de voir la fiscalité. Alors la première méthode pour réduire la fiscalité, c'est que vous montez un parti politique, de gauche, de droite, de centre, peu importe, et là, vous allez vous battre contre le système fiscal français, et donc il y a forte chance que vous arrivez à rien du tout. Deuxième méthode, comme le disait tout à l'heure Cédric, ne rien faire, rester dans le canapé, d'ailleurs c'est un beau canapé, et ne pas investir. Ça, c'est la solution de facilité, on reste là, finalement on ne prend pas parti, on ne fait rien, et donc la fiscalité, si vous vous rappelez, on avait une courbe qui était comme ça, là on était vraiment dans ce coin-là.
Donc ce n'est pas non plus une solution. C'est une solution qui est bien si on attend la retraite. C'est un sujet que je ne vais pas développer ici, mais la retraite, aujourd'hui, il faut être clair qu'on peut diviser à peu près par 2, voire un peu plus, les montants de retraite qu'on aura. Les plus chanceux vont partir avec une prime actuelle qui est plutôt bonne, une retraite. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le temps, on va arriver à des montants qui seront ridicules, tout simplement parce que l'inflation va revenir. Donc, ne rien faire, pour vous, en tout cas, si vous êtes là, je ne pense pas que vous êtes dans cette catégorie, ce n'est pas une option du tout. La troisième méthode, comme le disait Cédric, c'est tout simplement partir à l'étranger, faire ses plans familiaux, etc. Et donc, c'est une méthode, j'ai mis en vert ici, parce que c'est une méthode que mes clients utilisent de plus en plus. C'est tout simplement, ils créent une holding, soit ils achètent à l'étranger, soit ils vendent tout et ils s'en vont. Donc, c'est une méthode. Elle a ses inconvénients, ses avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi. Et la dernière, c'est celle qui nous s'intéresse aussi ici, c'est l'optimisation avec les outils qu'on a à notre disposition. Et ça tombe bien, parce que ces outils-là, on en a quand même un paquet à notre disposition. Alors la méthode indirecte, on oublie, et la méthode directe, évidemment, on va sélectionner ici, on va parler d'optimisation fiscale. Je ne vais pas vous faire tous partir à l'étranger, ça serait dommage. Alors, dans les méthodes pour réduire la fiscalité, on a la défisque. La défisque, ça, on en a plein les journaux. Je pense que tout le monde peut lire ça. Il y en a plein Internet. On a Duflo, Cellier, Girardin, Malraux, MH. C'est quelque chose que j'ai fait dans quelque temps. Je continue à le faire quand c'est intéressant. Par exemple, pour le Cellier ou le Duflo, c'est intéressant. Quand vous achetez la maison, vous le faites vous-même. Vous appelez un constructeur de maison individuelle. Là, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours efficace et c'est parfois dangereux. Pourquoi dangereux? En fait, c'est tout simple, c'est que quand on va investir dans un dispositif fiscal, il faut bien connaître toutes les règles, les unes après l'autre, du dispositif fiscal. En gros, si on va investir dans du Duflo, il faut savoir qu'il y a une période limite entre la signature du contrat et la livraison, tout simplement, de l'immeuble, de l'appartement. Donc, s'il y a un délai de livraison, à un moment donné, le fisc va dire « Ah, vous avez dépassé de 2 jours ». Et 2 jours, ça veut dire remise en cause de l'avantage fiscal. Donc vous avez payé un bien certainement trop cher, mais en plus, vous n'avez même pas la possibilité de déduire l'avantage fiscal parce que le fisc vous tombe dessus, généralement 3-4 ans après. Donc c'est dangereux, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose, il vaut mieux prendre quelqu'un qui s'y connaisse un minimum. Il y a une bonne moitié des niches fiscales qui sont, dans ce sens, pas trop utilisables. L'autre partie, c'est le déficit foncier. Donc, vous créez, par exemple, non, ce n'est pas une création. Vous prenez un immeuble ou un appartement, donc, comme on avait discuté, comme le présentait Mickaël ce matin, vous refaites tous les travaux et vous déduisez ces travaux. Donc, si vous avez un immeuble, par exemple, dans la région où je travaille, un immeuble, ça peut commencer à 100 000 euros. Vous mettez 100 000 euros de travaux, voilà, et ça vous permet de faire une défiscalisation grâce au déficit foncier. Et là, on ne parle même pas de création, hein. C'est uniquement la rénovation pour des appartements qui sont déjà existants, mais oui. Oui, s'il vous plaît. Savoir si le déficit foncier est plafonné, je crois que c'est 10 700 par année, c'est ça? Et non. C'est pas plafonné. En fait, le déficit foncier, ça va vous faire une baisse de votre fiscalité. Vous pourrez déduire 10 700 euros par an de vos revenus globaux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous gagnez 100 000 euros de salaire, vous pourrez descendre à peu près 90 000, un peu moins de 90 000. Mais ce n'est pas forcément intéressant, parce que l'objectif, c'est quand même de conserver un stock de déficit pour pouvoir l'étaler sur la durée la plus longue possible. Donc ça vous fait une réduction d'impôt. Ouais. C'est 10 000 euros par an à peu près sur 10 ans, c'est ça, non? Alors après, le report, si vous avez par exemple 100 000 euros, si vous n'avez pas utilisé ce report sur 10 ans, il est perdu. Donc si vous avez par exemple un appartement à Paris, où les rendements sont plutôt faibles, vous faites 100 000 euros de travaux, malheureusement votre rendement ne vous permet pas d'être en positif, donc votre stock il n'est pas consommé, et au bout de 10 ans, le restant en fait est complètement inutilisable. Donc c'est un avantage, un inconvénient. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer par une SCI. Oui. On peut déduire les travaux, d'accord, mais on ne peut pas déduire juste le matériel. Non. Donc je disais, on peut déduire les travaux dans l'ensemble avec le matériel et
l'artisan, mais on ne peut pas Oui. juste déduire le matériel. Je ne sais pas, moi, une Vous faites- douche, juste une cuisine. Non, vous faites les travaux vous-même, par exemple, vous pouvez déduire le coût des travaux, effectivement. Alors, le coût des travaux. Le coût du matériel. Du Ça, matériel. Vous achetez la cuisine chez Ikea et vous pouvez déduire la cuisine. Voilà. Mais ça, pour une plus-value immobilière, Non, après, pour la plus-value, c'est pas il possible. faut la facture. C'est la règle de la fiscalité française, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de règles qui sont plus biscornues l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déductible au niveau du déficit foncier, mais ça rentre pas dans le calcul de la plus-value. D'accord, merci. Donc après, l'autre possibilité, c'est celle qu'on va un petit peu focaliser dessus, c'est l'encapsulement à la société via une SCI à l'IS. Là, je vais vraiment me focaliser sur la SCI à l'IS essentiellement. Et la dernière, donc l'idée, c'est d'avoir un petit comparatif. C'est tout simplement la location meublée BIC, donc comme certains d'entre vous le pratiquent. Donc les trois régimes ici que j'ai choisi de vous présenter, essayer de leur donner leurs avantages et inconvénients, hein, c'est l'objectif, on ne va pas rentrer encore une fois dans la fiscalité, c'est tout simplement de rester sur la location nue. Donc SCI à l'IR, c'est la location nue, c'est les mêmes règles. Une SCI, si elle est transparente, les règles sont exactement identiques, à quelques détails près. Ensuite, on verra la location meublée, donc type LMNP, location meublée non professionnelle, en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et la SCI à l'IS, qui est un outil particulièrement intéressant pour les fortes fiscalités.